Puis tout ce que tu prends hors contexte, là, que ce soit le premier ministre qui dit quelque chose qui est hors contexte, le premier ministre qui se déguise en indien, c'est hors contexte, juste la photo, la voir comme ça. Mais ça, c'était drôle quand même. Ouais, ça allait un peu loin, ces affaires-là. Mais tout ce qui est hors contexte, ça peut être interprété à 1001 sauces. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est vrai. Fait que là... Mais est-ce qu'il est pas allé trop loin pareil? Tu sais, je veux dire, le gars... Faut se le dire. Je suis le désolé, petit mais du moment... il a dit... Je veux dire, oui, c'est sûr qu'il y avait un second degré. Mais il a quand même dit... Il meurt pas. Oui, mais tu dis pas... Il a pas dit ça comme ça. Il a pas dit « Hey, bonjour tout le monde, le petit Jérémy meurt pas. » Ben, non, il y a un contexte, il y a un certain procédé artistique derrière ça, dans comment il a écrit son gag, j'imagine. Mais il l'a dit pareil. Oui, il l'a dit pareil, mais... Dans le sens que, tu sais, le petit Jérémy, le gars, il a 16 ans, là. Si moi, après, mettons, là, je suis un humoriste ou je suis une personne connue, puis je dis « Hey, il meurt pas, mais barrec, je vais le tuer, mais barrec. » Tu sais, est-ce que... Moi, après, je peux te dire « Ben, c'était de l'humour, c'était de 2e degré. » Tu sais, tu comprends? Tu sais, dans le sens que je comprends son gag. Moi, je l'ai ri. Moi, je fumais barrec, justement. Moi, je suis personne. Mais du moment que tu acceptes d'être une personnalité publique, ou du moins que tu embarques dans cette game publique médiatique-là... Est-ce qu'il a accepté d'être une personnalité publique? Non, mais sa mère l'a fait. Je veux dire, tant qu'à ça, tu sais... Tu sais, les parents des Kardashians, que leurs enfants sont devenus des superstars, c'est à cause de leurs parents, ces affaires-là. Je veux dire, ça va trop... Le débat n'est pas là. Le débat, c'est que c'est une personnalité publique qui parle d'une autre personnalité publique. Mais est-ce que c'est une personnalité publique? C'est ça la question. Jérémy, mais certainement. Excuse-moi, il a fait le Rockfest. Excuse-moi, il a fait le Rockfest. Ouais, ça, c'était quand même... C'était quelque chose. C'était dans tous les sens. Mais dans la mesure... Le gars a 15 ans, tu sais. Le gars, 16 ans, je me rappelle plus son âge. Non, au moment où est-ce que la politique a commencé, il y avait comme 12, 13, 14 ans. Il n'avait pas la majorité. Mais quand il est devenu une personnalité publique, il était encore plus jeune que ça. Là, et je sais pas si t'en souviens, vidéo, c'était un petit mot. Ouais, mais il chante avec le pape. Lui, il voulait rien qu'il chantait avec le pape. Là. Il est devenu personnalité personnelle, puis tout le monde était comme « il est malade, puis il chante avec le pape. » Mais le gars, il voulait juste chanter avec le pape, là. Je veux dire, le monde, ils ont mis 12 caméras sur lui en disant « Ah, pauvre lui. » Mais il voulait chanter avec le pape. Vois-tu, justement, le débat, il faut pas qu'il y ait... Le débat, en ce moment, on parle de liberté d'expression pour défendre le discours politique et le discours artistique. Mais là, justement, ce que les médias font, puis ce que tout le monde fait, c'est qu'on glisse tout de suite ça, le débat vers l'individualité même de Jérémy Gabriel. Est-ce qu'il y a mal? C'est pas ça le point, là. Quand t'es rendu en Cour suprême devant 9 juges, là... Ouais. Il y a 9 juges habillés en Père Noël en plus. C'est pas les juges normaux. Non, c'est les juges habillés en rouge. C'est Louis XIV. Ouais. On dirait que c'est tout le harem du Père Noël qui est là. Je veux dire, quand on parle de ça, il n'est plus question d'individualité là, rendu là. On parle vraiment de droits fondamentaux qu'on va défendre. Je sais pas si tu me suis à ce niveau-là. Donc honnêtement, j'ai jamais su ce que j'en pensais réellement, mais j'ai toujours... Je suis certain que dans toute œuvre artistique, il y a des procédés artistiques, puis l'humour est une forme d'art. C'est pas parce que c'est quelque chose qui est écouté et non pas vu ou whatever que... Mais ça pourrait faire un parallèle avec le fait que la caméra est encore partie. Liberté! Avec, par exemple, Charlie Hebdo, tu sais. Charlie Hebdo qui, bon... ben là, on a un autre combat, là. Je veux pas le dire. En fait, non, on n'a pas un autre combat. Je veux pas partir le combat parce que... Bref. Ça fait un peu parallèle. C'est-à-dire que est-ce qu'on juge l'intention ou le résultat? C'est ça la question. Excuse-moi, du moment que Charlie Hebdo, là, ils peuvent faire des caricatures, tu peux pas être et Charlie et dire que Mike Ward ne peut pas faire de blagues. Je sais pas si tu comprends. Tu peux pas. Puis dans l'opinion publique, c'est ben oui, est-ce que t'es Charlie? Si t'es pas Charlie, tu me parles pas, tu sais. Alors que c'est beaucoup plus nuancé que ça, ce débat-là. Là. D'ailleurs, on s'est déjà prononcé là-dessus sur d'anciens épisodes d'Apéro. Mais il faut toujours juger l'intention dans une œuvre artistique. Sinon, là, tu prends un film de Tarantino, là, où est-ce qu'un gars viole quelqu'un d'autre, là, puis tu dis, tu mets en scène du viol. Comme le gars, justement, qui a écrit... je me souviens pas, mais c'était une grosse tollée ici au Québec. Le gars, c'était un écrivain. Puis ses livres, il y a eu une poursuite judiciaire contre lui parce qu'on disait qu'il faisait de l'incitation à la pédophilie dans son livre. Je sais pas si ça te parle un peu, ce lien-là. Puis justement, il a été acquitté, mais bon, sa maison d'édition a vraiment été... en a vraiment souffert, tu sais.
Ouais. C'est le même débat. C'est le même débat. Parce que ce gars-là a écrit un roman. Oui, certes, il décrivait une scène où il y avait de la pédophilie, mais est-ce qu'il est pédophile? Non. Oui, Mike Ward a écrit « Je devrais tuer, je vais noyer chez le petit Jérémy. » Petit Jérémy, non, il y avait un procédé artistique tout autour de ça. Il riait pas du petit Jérémy en soi. Là. Le petit Jérémy, il a rien fait dans la vraie vie. Là. Il riait de toute cette game médiatique québécoise-là que, ben oui, on va mettre un petit enfant de 6 ans, man, qui va chanter devant tout le monde, puis tout le monde va être bien heartbroken, puis... Tu sais, on nous prend... Moi, je highlight le fait que on nous prend pour des cons un peu. Là, je l'ai compris, ce deuxième degré-là, puis pour ça, je l'ai ri, le spectacle. Tu sais, il est drôle, là, on va se le dire, le sketch de Mike Ward. Certain. Puis, effectivement, il y avait une intention artistique derrière, il y avait une profondeur au niveau du gag. Ça, je pense qu'on en est... Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi à 100% là-dessus. Mais je vois les deux sens. Tu sais, je vois ton sens où tu dis, ben là, après, tu peux dire que lui, il est pédophile, justement parce qu'il a fait une œuvre sur la pédophilie pour essayer de faire comprendre, en fait, tu sais, il a voulu créer une intention avec une œuvre artistique. On peut pas dire qu'il est pédophile. Tu sais, on peut pas l'accuser de son œuvre. Mais, d'un autre côté, il y a... tu pourrais dire aussi, ouais, mais après, c'est quoi la limite? Parce que si lui dit, ça, c'est la liberté d'expression, puis moi, j'arrive, puis je fais une vidéo où je dis, je vais tuer quelqu'un. Non. Mais là, est-ce que moi, je pourrais pas dire que c'est de l'œuvre artistique, tu sais? Oui, mais non. Mais non. Toi puis moi, on le sait. Mais après, est-ce que... C'est quoi la définition de l'œuvre artistique, tu sais? Ben déjà, il faut que ça se partisse de l'union des artistes, I guess, l'UDA. Je vais m'inscrire, 50$. Si moi j'arrive demain puis je te fais une menace de mort sur ton Facebook, là, ça peut aller à la police. Là, t'sais. Mais si demain je suis un artiste plutôt réputé, qui est connu pour faire certains gags un peu trash, parce que l'humour trash, c'est une sorte d'humour, c'est une forme d'art. Littéralement. Je suis désolé, ce n'est pas une incitation à tuer cet enfant-là. Là. Au contraire, il y a une certaine proposition derrière tout ça, tu sais. Puis c'est ça, il faut tout... Je trouve que ça serait minimiser le débat de juste dire comment le petit Jérémy se sent, Jérémy Gabriel, comment il se sent. Ça serait minimiser la chose, zéro nuancer le débat qui est à savoir, est-ce que la liberté d'expression protège autant le discours politique que le discours artistique, tu sais. Puis c'est important de savoir où est la limite, sinon là, c'est comme en Algérie, par exemple, où est-ce qu'on tuait certains chanteurs comme Matou Blounès ou ben... Cheb Hassani ou whatever, des chanteurs engagés que bon, ils font pas la job, ben on les tue, tu sais. Tandis que là, ce qu'on fait, c'est qu'ils font pas la job, ils sont pas dans le même, tu sais, on le tue médiatiquement, tu sais. On le descend, on lui demande de nous donner 35 000 $. On lui dit que t'as tort, en fait. C'est du framing, c'est-à-dire qu'on lui dit pas... il n'y a pas une violence physique, mais on va lui dire, tu sors du cadre, c'est illégal. Mais en même temps, comme je te dis, je pense que la ligne est mince. Moi, je comprends qu'est-ce que tu dis, puis... De cette façon, je la partage à un certain point, mais comme je te dis, la ligne est mince, puis ça peut dériver autant des deux côtés. C'est pour ça que je suis content de ne pas le juger à la Cour suprême. Juste pour pas porter le toge. Non, hein, c'est chaud cette affaire-là. Hein? Avec les cheveux blancs, man, t'as l'air d'avoir Henri IV. Bref, c'était notre segment sur le petit Jérémy. En tout cas, toi, me paraît que t'es pas lettre, là, puis je te souhaite pas de... Non, honnêtement... Juste pour finir, justement, ce numéro-là, je l'ai adoré. Puis ce numéro-là m'a donné aucune idée malsaine envers le Jérémy Gabriel. J'ai jamais dit, Jérémy Gabriel mériterait de mourir. J'ai jamais pensé ça. J'ai jamais pensé qu'il était laid. Je souhaite parce qu'on n'a pas le budget pour 35 000 $. Là. Non, mais tu comprends. Ouais. Non, vraiment pas. Notre caméra elle s'éteint au 10 secondes. Ben oui, c'est ça. Tu le vois bien qu'on n'a pas de budget, là. Non. C'est là où il faut que tu te fasses attention. Ouais. Read the room. Danny Turcotte. Read the room. Mais non, premier apéritif. Très bon gag. Premier apéritif. C'est fait. Délicieux. C'est fait. Et là, on passe à deuxième apéritif. Où on parle du Donnie. Donnie. The Donnie. The toupee doré. Le toupee doré. The golden toupee. Donald Trump. Donald Trump, parce que Donald Trump a été acquitté finalement cette semaine. De son deuxième... Ou la semaine passée. C'est la deuxième fois qu'il se fait acquitter. C'est une première dans l'histoire, on s'entend. Deux impeachments. Ouais. Qui clairement, on s'entend qu'il... la première fois, il a corrompu... un gouvernement étranger avec de l'argent pour mener une enquête personnelle sur son propre rival. Niveau abus de pouvoir, c'est comme... C'est niveau Mike Ward qui fait un gag sur le petit Jérémy en termes de gag, mettons. Là. Mettons. Ouais.
Puis là, le deuxième impeachment, il s'en va storm out, il s'en va convaincre avec des fausses affirmations un groupe de personnes pour essayer d'envahir le Capitole et de, en fait, faire tomber le gouvernement. Et d'ailleurs, même ce jour-là, Mike Pence était en danger aussi. Hein, parce que, selon les complotistes, QAnon et tout ça, Donald Trump, c'est l'autorité suprême et il n'y a rien en dessous de ça. C'est même Mike Pence, en fait, c'est un coupable pratiquement du fait qu'il devrait prendre pour Donald Trump. Bref, ça partit en vrille. Et puis, Donald Trump, finalement, est acquitté. Parce que, bon, on le sait, ligne de parti aux États-Unis comme au Canada. Puis c'est ça, il faut que ce soit le 2/3 de la Chambre qui vote pour son du Sénat. 2/3 du Sénat. 2/3 du Sénat, pardon, qui doit voter pour son acquittement ou pour son... non, il faut que ce soit 2/3 pour son accusation, en fait, pour qu'il soit... 2/3 pour qu'il soit destitué. C'est ça. Et il y avait Nancy Pelosi qui, justement, disait, nous, on veut le destituer pour tuer le Trumpiste dans l'œuf. Pour pas qu'il revienne en 2024. C'est fini, tu sais, on tourne la page. Et là, ça laisse, en fait, cette page-là un peu ouverte. Bon, on s'entend que Donald Trump n'est pas sorti de l'auberge parce qu'il y a des affaires à régler avec les tribunaux. On pense qu'il est accusé de fraude. En fait, il devrait être enquêté pour fraude fiscale avec sa compagnie. On se rappelle qu'il avait quand même payé juste 750$ d'impôts. D'ailleurs, je veux me vanter. Je paye plus d'impôts que Donald Trump. Est-ce que ça fait de Jeffrey Hull un milliardaire? Non, ça fait... Comme je t'ai dit, la caméra à 7 ans ou 15 secondes. Là. D'ailleurs, bientôt 7 ans, je vais aller cliquer dessus. Mais continue. Fait que juste pour te le dire, non. Mais Donald Trump, le Trumpisme n'est pas mort. On peut se le dire, la porte est encore ouverte. Et même Donald Trump, je pense qu'il a clairement démontré qu'il aimerait se représenter en 2024. Mais c'est là où je te pose la question, en fait. C'est quoi l'avenir du Trumpisme? Parce que je pense qu'au Parti républicain, tu as vraiment deux... On voit de plus en plus le fossé qui se crée. Tu as les gens qui sont avec Trump et qui vont même utiliser cette base-là. On parle à Marco Rubio, Ted Cruz, tous les sénateurs ultra-conservateurs qui voient Donald Trump comme étant hey, lui, il a réussi. Il surfe sur la vague Trump. Le gars, il s'en va. Moi, je veux prendre sa place. Et tu as l'autre partie, les Mitt Romney, les... Mitch McConnell, qui sont beaucoup plus des conservateurs modérés qui disent ce gars-là n'a aucun bon sens. Il a mis à mal la démocratie américaine. Il faut passer à autre chose. Même Nikki Haley, qui est une grande figure, qui a été ambassadrice américaine pour l'ONU, qui est une grande figure républicaine, a dit on devrait avoir honte de ce gars-là. Donc, il y a vraiment deux blocs qui se créent. Justement, en chiffres, pour un peu démontrer fun fact. ton fun fact en chiffres. Ce que tu viens de dire, mais en chiffres. 57 représentants du Sénat ont voté pour sa culpabilité. 57, c'est pas le 67 qu'il faut sur 100 dans le 2/3 dont on parlait. Oui. Mais c'est 50 démocrates et 7 républicains. C'est quand même beaucoup, là. Donc, c'est 7 républicains qui ont aux voté États-Unis, pour sa culpabilité. Où la ligne de parti est comme... Les démocrates, c'est des socialistes. Exactement. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant à voir. À voir, parce qu'on la voit plus, là, la caméra est fermée. Mais tout d'abord, pour commencer ma petite chronique là-dessus, c'est important de savoir c'est quoi le... On parle de Trumpisme tout à l'heure, mais c'est quoi le Trumpisme, mettons, en 5 mots, tu sais. Puis, le Trumpisme... Vas-y donc, 5 mots. 5 petites phrases. Ah, OK. 5 petites phrases, OK. Non, pour vous mettre un peu dans le bain, parce que on parle de Trumpisme, mais on fait en sorte que si tout le monde savait c'était quoi le Trumpisme. Mais le Trumpisme, c'est un mouvement qui est apparu avec la présidente Trump qui gravite autour de 5 points importants. Premièrement, le social conservatisme. Donc, comme tu parlais tout à l'heure, Ted Cruz, le fait, l'avortement, toutes les questions qui sont reliées un peu le LGBT, la transsexualité, ces affaires-là. Le social-conservatisme, c'est une pierre angulaire du Trumpisme. Très relié avec le religieux aussi. Exactement, totalement. Puis quand tu vas entendre les 4 autres points, tu vas voir, ça s'emboîte totalement. C'est la même. Deuxième point très important du Trumpisme, le capitalisme néolibéral. Tout à fait. Donc, je ne sais pas si tu peux nous faire un petit... Le capitalisme néolibéral, c'est dire moins de règles possibles
mieux c'est. Point final. C'est quasiment une phrase pour Let dire. the business do the Ouais, business. on veut pas d'assurance, Exact. on veut pas que le gouvernement intervienne. On veut juste dire c'est la jungle, merci, bonsoir, chacun. Tu fais de l'argent, ben, c'est ça. Troisième pierre angulaire du Trumpisme, le Ouais. nationalisme économique. Le nationalisme économique. America First. Là, c'est vraiment du nationalisme économique. Que c'est- Biden aurait utilisé d'ailleurs avec son Buy American Act. Exactement. Qui s'est dit, C'est ben là, intéressant à voir. faut que j'aille chercher justement cette frange-là nationaliste. Ça va être par ça. par Buy cette American. dimension-là. Buy American. Parce que ça touche tout le monde, peu importe si t'es Voilà. socialiste, conservateur socialement, whatever. C'est une vague en fait. Exactement. Après ça, le nativisme, qui est une pierre angulaire du Trumpisme. Le nativisme, le fait de... Ceux qui sont nés aux États-Unis prévalent clairement sur un Nigérien. Pareil. D'ailleurs, Trump n'aurait jamais donné son go pour nommer Absolument la femme africaine dont on parlait tout à l'heure à l'Organisation mondiale du commerce. Ngozi Okonjo-Iweala. Merci Jeffrey. Et dernière pierre angulaire du Trumpisme, white nationalism. On l'a vu durant l'attaque du Capitole. D'ailleurs, c'était quelque chose qui m'a vraiment frappé. J'ai vu des gens avec des t-shirts qui étaient écrits... tu sais, il y avait des shoots de CNN, tu voyais, c'était écrit 6M NWM. Tu sais, dans le fond, c'est un acronyme qui voulait dire 6 million were not enough, which means, ce qui veut dire que 6 millions, c'était pas assez. C'est nouveau acronyme pour nazi, en fait, parce que 6 millions de juifs, c'était pas assez. Donc, il en faut plus. C'est là où Danny Turcotte ferait un bon gag là-dessus. Oh! Là, on en parlerait dans la presse. Ouais, je pense que oui. Bref. Le Trumpisme, c'est ça, en 5 points rapides. Ben ça, c'est la base. En fait, c'est la fondation du Trumpisme. Exactement. Parce que faut faire attention aussi, il y a des gens qui ont voté pour Trump, mais qui n'adhèrent pas au Trumpisme. Pas du tout. Mais effectivement, la base qui est fondamentale, qui va le suivre aveuglément, Totalement. Ces 5 points-là, Totalement. clairement, font en partie. Totalement. J'ai de la famille aux États-Unis qui sont, comme moi, algériens, mais qui ont refusé de voter Clinton aux élections de 2016. Oui. Parce que Clinton, on n'est pas américains, nous, on est canadiens, donc Oui. on sait pas toute la game qu'il y a derrière ça. C'est pas juste le fait que ce soit la première femme. Nous, on le voyait beaucoup sur première femme présidente américaine. Mais c'est cool, une là. game, on se Non, le dit. la famille Clinton, là, ils trempent dans des affaires semi-nice. OK, parce que là, Donald, lui, il trempe dans rien du tout. Oui, clair. Ouais, ben, En tout cas, il trempe son pinceau, ça, c'est sûr. puis il grab des pains. En tout cas. Ce que je voulais dire, c'est que oui, ça ne veut pas dire que tu as voté pour Trump que tu es nécessairement fervent défenseur du Trumpisme. Non. Mais le Trumpisme, tu vois que c'est... Comme tu disais tout à l'heure, Ted Cruz puis ces gars-là, ils veulent surfer sur cette vague-là. Tout à fait. Puis ce qu'il faut retenir de tout ça, de son acquittement, c'est qu'en ce moment, il y a avant l'élection de Biden, on parlait d'une division profonde de l'Amérique. Maintenant, on parle d'une division profonde du Parti républicain. Parce qu'il y a des gens qui veulent Trump, ils veulent sa tête, là, ils veulent plus... Ils voient Qui ont que honte, en fait, littéralement. Oh, oui. tout le monde a honte de lui. Oui, de façon intérieure aux États-Unis, toute la ligne rouge en plein milieu du pays, qui ont tous voté républicain, ces États-là. Oui, ça parle à tout ce monde-là, mais internationalement... Pardon, c'est la pire publicité, le Trump, là. Ben, il y avait même un article dans The Foreign Affairs, justement, sur comme est-ce que c'est la fin, finalement, de l'Américain comme étant l'influence américaine à travers le monde. Bon, ça ne l'est pas, mais le point étant, ça a fait très, très mal Donald Trump au niveau de l'image qu'il a donnée à travers le monde au niveau américain. Il a été encore plus, en fait, divisif. C'est-à-dire que maintenant, avant c'était le cas, mais maintenant c'est encore pire. Il y a des gens qui disent « J'adore l'Amérique parce qu'ils ont du succès America First » et d'autres qui disent « Je déteste l'Amérique ». Il y a pratiquement plus de zone grise. Et c'est un peu le modo de Donald Trump. En fait, c'est vraiment... Il y a une fracture qui était déjà là, tu sais. Était déjà là. Puis même, on parle de Donald Trump avec les républicains en disant qu'il y a une fracture, mais... Au niveau démocrate, c'est la même chose. Là. Bernie Sanders, Phil DeBurn, Alexandra Ocasio-Cortez et aussi, c'est des gens qui sont beaucoup plus socialistes. Socialistes. La gauche. Ça, c'est sur nos Américains. C'est des gens qui sont beaucoup plus social-démocrates, qui veulent beaucoup plus de valeurs socialistes, un peu plus grand partage des richesses,
plus de programmes sociaux, l'éducation plus abordable, un système de santé qui protège plus de gens ou même qui protège tout le monde. Bref, ce que tous les autres pays occidentaux ont depuis 60 ans. Mais... C'est pas faux. C'est pas faux. C'est un très bon point. Mais ça divise. Tu sais, on a les modérés avec Biden et on a les gens qui sont beaucoup plus... qui veulent réformer, en fait, le parti avec les Sanders, les Ocasio-Cortez, etc. C'est la même chose avec les républicains. On a les gens qui sont plus modérés, les vieilles gardes, tu sais, les McConnell, etc. Et on a justement les Rubio, les Cruz, les Donald Trump qui disent, nous, on arrive à quelque chose qui est beaucoup plus... Tu sais, on veut modifier le parti pour lui donner quelque chose qui est beaucoup plus frappant. Tu sais, on veut faire les manchettes. Mais effectivement, tu l'as dit. Moi, je pense que quand tu regardes Donald Trump, tu en as parlé des 5 éléments du Trumpisme. C'est tout à fait vrai. Puis moi, je pense qu'il y a aussi un élément de peur irrationnelle. C'est-à-dire que ces gens-là, on pourrait pas dire cette minorité, mais quand même, ça ne représente pas nécessairement, je ne sais pas c'est combien, mettons aux États-Unis, 15%, 10%, 20%, la base solide de Donald Trump. Mais ces gens-là qui vont suivre Donald Trump coûte que coûte, c'est des gens qui veulent le statu quo, en fait. Ils ne veulent pas perdre leur position de dominance. Tu sais. Un chiffre sur exactement ce que tu viens de dire. 3/4 de la base électorale républicaine souhaitent voir Trump continuer de jouer un rôle crucial au sein du Parti républicain. 3/4 de la base électorale du Parti républicain. Pas des gens qui votent. Pas des gens qui votent, mais des gens qui se disent « Moi, je suis républicain. Je suis républicain, Même je si Trump membre est là, du Parti je suis républicain. » Ouais. Donc, 3/4 de ce monde-là veulent que Donald Trump reste. Ouais. C'est pas rien. C'est pas rien. Puis tout à l'heure, on parlait de l'horizon 2024 par rapport à sa prochaine élection. Oui, il ne ferme pas la porte à ça, mais là, en ce moment, son but principal, c'est de regagner la majorité en 2022 au Congrès, au niveau républicain. Puis il va le faire. Je veux dire, il va travailler pour ça. Puis une fois qu'il va l'avoir, ça va vraiment lui donner un tremplin énorme pour se représenter en 2024. Ce qui m'a amené à penser tout à l'heure, quand on préparait l'émission, j'étais comme... Est-ce que dans le fond, on n'aurait pas été mieux de juste ravoir Trump pour 4 ans, puis c'est fini pour tout le temps. Ouais. Ou que ce soit une saga qui s'étend sur 12 ans. Là. Ferme la porte. Tu sais, mettons, donne-lui les autres 4 ans, on endure. C'est ça. Tu sais, puis après ça, garde. Mais est-ce que on croyait s'en débarrasser. Ouais, mais là. Non, mais il serait pas parti anyway. Est-ce que... Non, pas du tout. Puis même, comme tu l'as dit, le mouvement Trumpisme, c'est pas éphémère. C'est pas juste relié avec Trump. Trump représente une figure. Il a utilisé ce mouvement-là. Puis, comme tu l'as dit, il a amené sa planche de surf, puis il est parti sa vague. Ouais. Mais ce mouvement-là, en fait, dérive de plusieurs éléments. Je te donne un. La globalisation. Ça a l'air fou. La Caroline du Sud, mec de la confection textile. Depuis l'ère de la globalisation, ouverture des marchés, il y a énormément d'entreprises qui ont délocalisé vers la Chine, le Vietnam, tous les pays où la main-d'œuvre est beaucoup plus abondante et à faible coût. Ben, ça a créé d'immenses trous. Puis quand Donald Trump parle « I will bring job back », c'est à eux qu'il parle. Exact. Il parle à ces gens-là qui sont frustrés d'avoir perdu leur job. Puis qui se disent « Pour moi, le gouvernement actuel représente le statu quo et ce statu quo-là représente perte d'emploi, représente perte d'influence américaine parce qu'on est devenu mou, parce qu'on est devenu... ne comprennent pas en fait le multilatéralisme, le fait que les États-Unis sont plus seuls dans le monde, c'est tout. Comme tu le disais tout à l'heure, ça reviendra pas en arrière, là. Je veux dire, là, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas le déclin de l'Empire américain, c'est la montée de... Comme tu disais tout à l'heure, exactement. C'est pas... Alors que tous ces gens-là que tu dis, eux, ils perçoivent pas ça du tout. Non. Ça, c'est qu'ils ont été vraiment éduqués dans... America is the greatest first. country in the world, là, le rêve américain, puis ces trucs-là. Puis ça les rattrape, là. C'était pas... je comprends pas les gens qui pensaient que ça allait être un projet éternel, là, ce rêve américain. Non, puis les Américains, c'est eux qui ont voulu l'ouverture des marchés à la base. Parce que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, se disent, ben nous, on a des grosses entreprises qui ont des stocks à écouler. Les entreprises-là sont complètement démolies. Je veux dire, le plan Marshall, en partie, c'était ça, tu sais, c'est... On veut créer un ordre selon nos conditions qui est ouverture des marchés parce qu'on veut quelque chose de libéral. Puis là, en ce moment, il y a des pays qui en ont profité pour utiliser leur avantage, c'est-à-dire une main-d'œuvre abondante, pour amener des capitaux, des entreprises qui vont s'installer, qui vont avoir de l'emploi. Puis ça va créer il y a de l'argent qui s'amène là avec les investissements directs étrangers.
le pays pompe ces investissements-là, puis investit dans l'éducation, investit dans une manière de créer de la valeur, tu sais, puis en fait, l'ouverture des marchés, ça a profité à des pays de s'insérer dans le marché puis de faire de l'argent. Mais ça, c'est les États-Unis qui voulaient ça. Qui l'ont instigé. Ben oui, oui, clairement. Mais la Pax Americana, l'empire américain, ne peut pas être éternellement. Il n'y a aucun empire qui a duré toute sa vie, tu sais. Puis même quand tu regardes dans l'histoire, avant le début du 19e siècle, non, 20e siècle, excuse-moi, le début 1900, c'était les pays européens qui dominaient, là. Je veux dire, l'Angleterre. Puis ils ont été démolis par les 2 guerres mondiales. Ils sont auto-démolis. Puis là, c'est les États-Unis qui sont montés en puissance. C'était de l'opportunisme. Ben oui! Eux autres, il y avait un océan qui les protégeait de la marne. Ben c'est ça, tu sais. On a 2-3 roquettes à Pearl Harbor, je suis désolé. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, c'est tout, tu sais. T'as un océan, là. Arrête de te plaindre, tu sais. Fait que je pense que d'un certain niveau, c'était évident qu'il allait y avoir un rattrapage qui allait se faire, tu sais. Je veux dire, tu peux pas penser que les autres pays vont regarder là en disant bon, les Américains sont meilleurs, on fait rien, on va juste faire du blé puis du riz, tu sais. Non, tu sais, je veux dire, ils définissent des politiques, ils vont avoir des stratégies pour eux aussi s'insérer dans le marché. Puis, comme je te dis, il y a des gens aux États-Unis qui sont frustrés, je pense, de voir justement, qui voient l'Américain comme étant en déclin, alors que moi, je pense que c'est pas le cas, tu sais. Mais Trump représente ce fait de dire hey, je vais vous ramener des jobs. Alors que même si tu regardes les statistiques, je pense qu'en 4 ans, il a ramené comme 35 000 jobs. C'est rien. Il a pas ramené de jobs. Il n'a pas tenu sa promesse. En fait. Non, ben tu peux pas ramener des jobs. Bon, ce que les gens qui vont le défendre, ils disent oui, il a juste ramené 35 000 jobs, mais il n'y a pas que ça. C'est qu'ils n'ont pas perdu autant que les dernières années non plus. C'est qu'il n'a pas fait juste certaines. C'est qu'il a fait d'en créer, mais il a fait de ne pas en perdre aussi. Mais pour combien de temps? Ben oui. Pour combien de temps? Oui, c'était un projet extrêmement à court terme, cette affaire-là. Puis, juste pour conclure, parce qu'il y a une idée qui est, je trouve vraiment intéressante dans tout ça, c'est que c'est pas les États-Unis... C'est pas cette illusion que les États-Unis sont en train de descendre, c'est que c'est une certaine partie un certain multilatéralisme qui fait en sorte que certains pays se soulèvent contre les anciennes grandes puissances. Il y a un traité sur les armes nucléaires qui a été signé cette semaine ou la semaine passée à l'ONU qui décrète en fait que les armes nucléaires sont devenues, selon le droit international, illégales. Tous les pays l'ont signé sauf les 9 pays qui ont l'arme nucléaire. Je sais pas si tu comprends. Méchante coïncidence. C'est que tu vois vraiment qu'il y a cette gang-là il y a combien de pays à l'ONU? 192, quelque chose comme ça? 194. C'est ça. Donc tu vois qu'il y a environ 140 pays, disons... Non, 180 quelques pays. 180 quelques pays sont d'un côté. Puis tu as 9 pays qui possèdent l'arme nucléaire. Bon, on pense à les États-Unis, la Chine, la Russie. Est-ce que le Canada a l'arme nucléaire? Non. La France, là. Oui. Le Pakistan, l'Israël, là. L'Inde, là. L'Israël. La Chine, on sait un peu de ce qu'ils ont, mais moi je suis certain qu'ils ont beaucoup plus de ce qu'ils clairement. disent. Bref, tu vois clairement qu'il y a un certain soulèvement des nations non considérées comme des superpuissances qui dès cette semaine et la semaine passée signent des traités maintenant pour dire yo là il y a nous puis il y a vous là, puis on n'accepte plus ce rapport de force là. Puis même tu peux regarder aussi la Russie. Avec l'Iran et la Chine, par exemple. On a des puissances qui sont révisionnistes, qui disent nous, on est tanné que ce soit l'Occident qui détermine tout. On va avoir notre mot à dire là-dedans. Puis la Russie, avec Poutine, justement, s'est réinsérée comme étant une puissance militaire. En ce moment, c'est eux qui contrôlent la Syrie pratiquement. Ils sont en Arménie avec justement l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ils mènent... je pense que c'est cette semaine, la semaine passée, l'Iran menait des exercices de militaires conjoints avec la Russie. Et l'année passée, il menait ça aussi avec la Chine. Donc, Chine, Iran, Russie. Okay, wow. Donc, tu as des puissances qui sont comme hey, ouais, mais moi, j'ai mon mot à dire. Là. Je veux dire, sinon, on se met tout contre toi. T'es pas tout seul, tu sais. Je sais pas si c'est une statistique qui est juste, mais ça ressemblait à ça. C'est que les États-Unis... Selon les rapports officiels, parce qu'on ne sait pas ce que nécessairement tous les pays ont. Moi, je ne crois pas la Chine quand ils disent qu'ils ont juste ce qu'ils ont.
Puis je crois pas nécessairement le Pakistan quand ils disent qu'ils ont ni l'Inde, ni l'Israël. Il n'y a personne qui dit qu'ils ont. Mais selon ce que j'avais vu, c'est que la Russie et les États-Unis ensemble possédaient 90% de l'arsenal nucléaire mondial. Ça, je le crois relativement. Officiel. En fait, officiel. La grande majorité. Ils possèdent la grande majorité. Ouais. J'espère. Tu sais, mais c'est quand même scary un peu. D'où ça, le ça fait que tu peur, sors que là. la Russie va se get some alliés pour essayer de rapprocher. Bro, j'ai mon goût. J'ai une fusée ici, là. C'est ça. J'ai une fusée, viens ici. Mais bref, ça pourrait être un très bon apéro la semaine prochaine, ça, parler des armes nucléaires. Parce que Ouais. on a commencé de Trumpiste puis on a glissé vers le nucléaire. Ça... Mais il y a un C'est explosif à apéro, hein. Ah, je sais pas si c'est une blague de mauvais goût ou si c'est une blague de... Ah, je viens de la comprendre. Qu'est-ce que c'est bon? Mais bref, je vais te laisser sur cette petite conclusion-là. Je pense que le Trumpisme n'est pas mort. Non. Et il est très représentatif, en fait. Je pense qu'étudier le Trumpisme, il faut regarder les pays européens d'abord avant de tuer le Trumpisme. La montée du populisme avec Le Pen, avec Orban, avec la Lega en Italie, c'est très représentatif justement d'un mouvement qui est lié à différentes causes sociales et économiques. Puis je pense que il faut pas détacher, faut pas se dire Trump, c'est Trump ou il est plus là, il n'y a plus de problème. C'est pas ça. C'est latent. C'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que Trump, le Trumpisme. Ça l'a dépassé. Là. Littéralement. C'est rendu too big to fail. Pour l'instant. Ouais. Et j'espère que ça va fail. Je l'espère aussi. Mais on va passer à la prochaine étape. Donc on y va pour le prochain apéro. La prochaine apéro. Rapidement, on doit parler de la culture du woke. Explique-moi c'est quoi. Ça m'a marqué parce que justement il y avait Mathieu Bock-Côté, l'humble Mathieu. L'humble Mathieu, toujours aussi peu polarisant. Malgré que le fait que j'ai toujours pas aimé ce côté polarisant et polémiste de sa part, c'est un très bon orateur, il explique très bien ses points. C'est vrai. Au point où est-ce que je veux dire, il est très nuancé comme personnage. C'est vrai. Sérieusement, j'aimerais vraiment l'avoir au podcast un jour. Ben regarde, Mathieu, Mathias, tu nous écoutes. Monsieur Bock-Côté. On pourra fournir le gin tonic. Puis un petit saut de guitare. Voilà. Vas-y, qu'est-ce que la culture woke? La culture woke, en fait, ça vient du mot wake, qui veut dire en anglais réveiller. En fait, la culture woke, c'est un mouvement qui est militantiste et en fait qui vient du mot réveiller parce que je suis réveillé, c'est-à-dire que je suis conscient des injustices. Donc, c'est un mouvement, en fait, qui prône, en fait, justement, à mettre fin à ces injustices-là, qui est apparu dans les années 2010 aux États-Unis avec, Black Lives Matter, qui était, au départ, en fait, il y a des personnes qui sont victimes d'injustice. On veut, en fait, combattre ces injustices-là et qui a pris de l'ampleur et qui, aujourd'hui, en fait, est vraiment très, très répandu. Et c'est un mouvement. Puis, comment les gens le définissent, le mouvement woke, c'est que c'est des gens qui sont très militants. Donc, il y a des gens qui vont l'appeler la gauche radicale, les socialistes, les communistes. Ouais. Mais en fait, c'est des gens qui prônent vraiment, effectivement, comme un militantisme pour vaincre et pour combattre les injustices raciales. Bon, là, il y a... Mais c'est quoi? OK. Là, on sait c'est quoi, mais c'est quoi le débat qui est autour de ça en ce moment? Ben, c'est ça, en fait. Mathieu Bock-Côté, d'autres personnes qui sont peut-être un penchant plus, on va dire, vers la droite. Je n'aime pas utiliser le label gauche-droite, mais qui ont une autre vision. Ce qu'eux disent, c'est que c'est très, je dirais pas brainwashing, mais que, en fait, ces gens-là imposent leur vision, puis il y a un danger de dérive, en fait. Ce que les gens comme Mathieu Bock-Côté et autres disent, c'est il y a un danger de dérive parce que, on peut penser à l'événement, justement, ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa où il y avait une prof qui avait parlé du mot en haine. Je ne le prononcerai pas parce que j'ai pas l'argent, justement, pour payer. Et on n'est pas d'accord non plus pour le prononcer, juste pour le prononcer non plus. Non, mais cette personne l'avait prononcé pour essayer de faire comprendre, en fait, comment certains artistes avaient réutilisé ce mot-là. Et c'est une personne qui était de couleur noire, bref. Ce que Mathieu Bock-Côté dit, c'est qu'il y a une dérive par rapport à la culture woke, c'est-à-dire que ces gens-là t'imposent d'une certaine manière, puis deviennent tellement militants que empêchent les opinions de penser, en fait. C'est-à-dire que c'est le principe du framing. Dans la société aujourd'hui,
mettons qu'il se passe quelque chose dans la société. Mettons, Danny Turcotte a fait une mauvaise blague. Puis moi, je dis, moi, je pense qu'il n'a pas fait une si mauvaise blague que ça. Tu sais, c'était déplacé, mais mettons, je l'ai ri. Mais là, il y a peut-être des gens qui vont se dire, t'as pas rapport, je vais me faire démolir publiquement. Tu le disais tantôt, c'est le crucifix public aujourd'hui. C'est vraiment c'est-à-dire que quand il va arriver quelque chose, le mouvement de masse va se créer contre cette personne-là, contre ce qu'elle représente. Et ce que Mathieu Bocoté dit, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Hein? Moi, je te dis juste ce qu'il en est, mais ce que lui dit, c'est ces gens-là, agressivement, essaient d'imposer leur vision et ça met en danger la liberté d'expression parce que si moi, je ne suis pas d'accord, j'exprime mon point de vue, on va me démolir en public. T'sais? C'est un peu comme ça que lui, il se dit. Toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Je sais pas. Sérieusement, je sais pas parce que tu sais, il n'y a jamais eu d'évolution sans personnes qui sont woke. La Révolution française, là, c'était des gens woke. Là. Elle a été ultra violente comme révolution. Oh oui, il y a des gens, il y a des têtes sur des pics, puis des affaires comme ça. Puis la Révolution française, c'est quelque chose qui a beaucoup aidé aux Lumières et qui a vraiment framé aussi tout notre monde culturel occidental en ce moment. Ça a aussi fait l'apparition de Napoléon, mais bon. Ouais, bon. le petit Napo. Nothing is perfect. On reviendra sur le petit Napo maintenant. Maintenant? Ouais. Ouais. De toute façon, ça y passe pied par-dessus la tête. Ouais. Mais je comprends. Sérieusement, j'adhère à cette idée que je suis contre le framing. Que genre, s'il y a quelque chose... C'est quelque chose dont tu veux parler, tu ne peux pas en parler parce que tu as peur du framing. On parlait de liberté d'expression tout à l'heure. Non. Il faut savoir... Il faut pouvoir entendre de tout pour pouvoir savoir qu'est-ce que le monde pense. Je sais pas si tu comprends. Par exemple, si... Moi, on parlait de Mike Ward tout à l'heure, puis ça, je l'ai déjà entendu de lui-même. Un jour, il avait dit sur Internet que moi, les racistes, j'ai envie qu'ils aient accès à la liberté d'expression parce que je veux savoir qui est raciste. Parce que si les gens font juste faire semblant d'être une certaine personne, un certain type de personne sur Internet ou sur... Puis ils meurent pas. Dans leur militantisme. Ouais. Bon, je vais te perdre 35 000 bon. Non, mais... Une carte de crédit. Bon. Mais ouais, c'est ça. Moi, je suis d'accord pour que tout le monde ait à dire ce qu'ils ont à dire sans framing. Ouais. Mais la culture woke a toujours été présente, là, que ce soit... back then, dans les temps primitifs, avec la Révolution française dont je viens de te parler, il faut des gens woke pour faire avancer les choses. C'est comme ça qu'on évolue en tant que société. Puis on en parle souvent à Apéro Cigare, on est vraiment dans une époque de grands changements de paradigme. Tu sais? Tout à fait. À plein de niveaux. D'ailleurs, on n'est plus à la radio, on est rendu en podcast Internet. Ça, c'est un changement. Facebook Live. Ben, c'est vrai. Au niveau de la diffusion culturelle, il y a un grand changement de paradigme. Puis c'est la même chose à plein de niveaux, là, à plein de dimensions différentes. Fait que moi, je suis contre le fait de bâcher la culture woke. Il faut des gens woke, il faut des gens... Hier, bon, une petite parenthèse. Hier, j'étais sur le Spotted de l'Université Laval parce que moi, j'ai pris une pause de réseaux sociaux pendant plus d'un mois ou deux. Ouais. Puis là, je me suis remis sur Facebook parce qu'on n'avait pas vraiment le choix pour Apéro Cigare. Puis je suis allé... Le premier Spotted, c'est... Mais t'es un gars assez militant, on pourrait dire. Ben... Tu n'es pas le plus militant, mais, tu vas t'exprimer. J'ai un background militant un petit peu sur certains points. Tu vas t'exprimer. Mais je m'exprime, puis j'ai pas peur de m'exprimer. Hier, il y a une personne qui a créé un Spotted. Bon, histoire courte, elle avait une histoire d'amour qui s'est mal passée. Puis, dans le fond, c'était un gars un don Juan qui parlait à plusieurs femmes en même temps. Ouais. Puis elle a voulu spotter ce gars-là. Comment qu'elle l'a spoté ce gars-là? C'est comme, attention, spotted un gars en médecine résident d'origine du Golfe Persique. Du Golfe Persique. Ok, donc t'as lu mon spotted d'origine du Golfe Persique. Merci dans le voyeurisme. D'origine du Golfe Persique. Faites attention à ce gars-là. Puis moi, j'ai juste commenté. Il faut qu'on change. Je veux dire, si ça, la façon de s'exprimer par rapport aux autres, là, oui, il faut plus utiliser le mot en haine, mais il faut non plus utiliser certaines façons d'exprimer certaines idées sur certaines personnes. Par exemple, tu veux parler dans ce cas-ci d'une déception amoureuse, c'est une personne d'origine arabe qui n'a pas été correcte envers toi, mais c'est pas parce qu'il est arabe qu'il t'a fait qui a pas été smart et gentil envers toi puis qui t'a fait de la peine. C'est pas du tout ça, c'est que cette personne-là a une éducation familiale et des relations interpersonnelles qui ne collent pas avec la tienne puis que
qui ne fait pas non plus avec la mienne. Là. Je suis pas pour les. Non, puis il n'y a pas juste des gens de telle origine qui Exactement. sont des Don Juan. Des Don Juan, ça Exactement. fait partie de toutes les. Puis le woke en moi fait en sorte, non, il faut qu'on arrête de parler de même. Là. C'est genre, moi je peux pas écrire un spot demain sur hey, tous les Chinois ils ont des dépanneurs, hey, tous les blacks c'est Tous les Chinois n'ont pas de dépanneurs. Vois-tu? C'est ça, Ah, on peut pas. bon, je dirais pas quoi je tard de bon. Justement, je suis contre on parlait de changement de paradigme, je veux qu'on change ça. Tu peux plus t'attaquer à une culture totalement en voulant t'adresser d'un individu. Parlant de ce que tu vas dire au niveau du spotage, je trouve ça intéressant. Tu t'es fait aussi démolir, on va se le dire, là. Donc, je veux dire, tu as eu des réponses. Avec le nombre de fautes qu'il y avait dans ces messages-là, là, zéro démolition. Ouais, mais ça c'est un liberté avec un A. Mais, tu as eu des réponses. Tu as des gens qui ont été... Il y a eu plusieurs personnes qui t'ont répondu. Donc, mettons, toi, tu étais tout seul à défendre ton point. Il y a eu 9 personnes qui étaient moi, je pense comme elle. Puis là, c'est vraiment cet effet-là de minorité-majorité qui mène aussi au Trumpisme et au complotisme. Bref, c'est vraiment très représentatif, je trouve, en ce moment de ce qui se passe. Mm-hmm. Puis, pour faire une parenthèse... Parce que dans ces commentaires-là, c'était comme, voyons, on peut plus rien dire, là. Arrête d'avoir du racisme partout. Je suis comme, non, c'est ça, justement, le racisme endémique et le racisme systémique, c'est qu'il y en a sans même que tu t'en rendes compte. Tu veux parler de quelqu'un, tu t'attaques directement à son origine, alors que non, c'est un Québécois puis un Canadien au même titre que toi, sauf que c'est une merde qui t'a fait de la peine. Je vais d'accord avec toi. Je trouve qu'on mise toujours sur la différence, tu sais. Ouais. Tu sais, mettons, moi, là, je fais quelque chose, on va dire, c'est Jeff ou c'est le gars aux cheveux bruns. Le gars, il fait partie de la société. Le beau gars de 6 pieds un peu mince. Le gars fait de la société. Le gars avec le nœud. Tu sais, c'est un gars dans la société. On n'a aucun... Il n'y a rien qui nous sonne à l'esprit. La personne, comme tu dis, d'origine, telle affaire, du golf persique. Il y a un amalgame énorme tout envers une communauté. Le golf persique. Tu sais, c'est même... plein de pays, man. C'est même plus une personne avec les cheveux bruns puis qui décide de faire ce qu'il veut dans la vie. C'est l'Iran, c'est l'Irak, c'est l'Arabie Saoudite. Faut toujours que tu te dises, le gars vient de là. Ouais, mais pis ça, je veux dire. D'un autre côté, le problème, c'est qu'effectivement, je pense qu'au Québec, on a une identification on n'est pas inclusif encore. On n'est pas capable d'être inclusif. Moi, je trouve que c'est ça qui est dommage, c'est que c'est le Québécois et les autres. Tu sais, même si ça peut. Tu sais, moi, je te donne un exemple. Il y avait un joueur de baseball qui avait un nom de famille qui s'appelait Fernandez. Mm-hmm. Oh, mais il n'est pas québécois. Oui, il est québécois. Il peut s'appeler Georges-Émile Baudin ou il peut s'appeler Abraham Hernandez. Mm-hmm. Je veux dire, faut redéfinir notre identité nationale, puis il faut se dire, regarde, faut arrêter de s'inclure juste en Simard puis Tremblay, puis d'exclure en disant « Ah, l'homme du golfe Persique ». Tu sais, comme si lui... Tout ce qui se définit avec cette personne-là, c'est qu'il vient du golfe Persique. Et surtout, quand on en parle négativement, on n'est pas en train de dire que la bouffe du golfe Persique est bonne. Non. On dit que le gars du golfe Persique, là, c'est un esti de marde. Donc, l'amalgame se fait très facilement. Là, tu fais quoi? Tu vas dire golfe Persique. Ah, ben, il y a telle affaire dans ce pays-là. J'ai lu un article sur Radio-Canada sur le golfe Persique. Ben oui, sont c'est violents. Normal. Ils sont tous violents puis poches. Ils sont tous violents puis poches. Puis, tu sais, là, tu vas créer un biais, tu vas te créer un persona, tu sais, tu vas dire, ben, toutes les personnes du golfe Persique sont violentes. L'amalgame, directement. Voilà. Donc, c'est dangereux, faites pas ça. Mais en même temps, faut faire attention aussi au framing. Je pense que, je comprends le militantisme, je comprends la culture du woke, moi aussi, je pense qu'il faut changer ces paradigmes-là. Mais en même temps, effectivement, je trouve qu'en ce moment, on est dans un peu une chasse aux sorcières sur les réseaux sociaux. Tu sais, comme tu dis, toi, tu donnes ton opinion, puis ben là, on ne va plus rien dire. On peut-tu en parler? On peut-tu en débattre? Depuis quand on est plus capable d'avoir un débat sain il faut avoir dans une société? Il faut des gens avec différents points de vue. Là. Les débats sains, c'est ça qu'il faut. Là. Mais il faut que ce soit sain. Il faut que ce soit sain, puis il faut aussi qu'on fasse une transition parce que ça va vite à l'apéro. Ça va vite de même. Fait que, on s'en va vers le cigare. On s'en va vers le cigare. Cette semaine... Hey, là, regarde, on était fâchés. Ouais. Mais on n'est plus fâchés. Ben là, on a parlé de Spotted. Ah, c'est motif. C'est de la culture woke de Mathieu Bock-Côté. C'est là aussi, Danny Turcotte, je fais un gag, tu sais. C'est là, on va faire un mauvais gag. Hey, vas-tu retourner sur Facebook?
Elle est bonne. T'es fâché? Ah, je sais Non, pas. je me désabonne de Spotted du Laval, c'est sûr. Ouais. Ah non, mais j'ai Quoi que tu manques pas pour grand-chose finir rapidement là-dessus. là-dessus, là, j'ai été déçu de la communauté universitaire de l'Université Laval. Non, mais Puis c'est quand pas... je checkais non. les commentaires, que des blancos. Non, mais c'est Il y pas avait la aucune communauté, émission, là. là. C'est Spotted. Ouais. C'est Spotted, je veux dire. C'est Spotted. C'est Spotted. C'est Spotted. Bref. On va y aller sur le cigare, donc qui est un Oui. peu la partie très culturelle de l'émission qui finit bien. Finit ça. Mais on fera jamais l'apologie du tabac. Ne fumez pas de Non. cigare, ne fumez pas de cigarette, faites pas ça. Non, c'est Moi étant asthmatique, je suis le dernier à faire ça. c'est métaphorique en fait. Parce Ouais. que pour nous, apéro-cigare, ça représente, effectivement, le cigare représente quelque chose de très distingué dans les années 40. Bon, Voilà. le vieux gentleman, les vieux shows. Pour nous, le cigare avait une connotation qui était très métaphorique où on représentait justement ces vieux talk shows-là où Ambiance feutrée, où on Ambiance parle un peu feutrée. de Voilà. jazz. Voilà. En parlant d'ambiance feutrée, tu voulais nous parler d'un film. Parce que c'est encore le mois de l'histoire des Noirs. On l'oublie pas. On voudrait faire un topo, peut-être la semaine prochaine si on a le temps, un topo sur pourquoi le mois de l'histoire des Noirs, c'est en février. Puis sur qu'est-ce qui se passe aussi avec ce mois-là. Parce qu'effectivement, on en a parlé hors onde, moi puis toi. Ouais. Mais il y a un film qui va sortir qui est super intéressant. Puis tu voulais nous en parler direct là. Ouais, puis tout à l'heure, tu me disais ce qui était sorti. Je t'ai dit, je suis pas sûr. Finalement, oui, il est sorti le 12 février. Ah ben. C'est un film qui s'appelle Judas and the Black Messiah. Donc, Ok. Judas est le Messie black, le Messie noir. Oui. C'est un film réalisé par Shaka King. Puis c'est un film sur Fred Hampton, qui est une figure emblématique du mouvement Black Panther aux États-Unis. Ok. En fait, il y a déjà un film qui a été fait sur le créateur du mouvement Black Panther qui s'appelle Billy Sean, quelque chose comme ça. Bref, c'est un film sur Netflix qui s'appelle Le procès des sept, les sept hommes de Chicago, quelque chose comme ça. Mais là, c'est un film qui se concentre vraiment sur Fred Hampton, qui est le fondateur, ou pas le fondateur, mais le dirigeant de la branche de Chicago des Black Panthers. Et en fait, c'est un film très, très révolutionnaire qui est très, très axé sur... Je veux dire, il sort au bon moment. Il sort au bon moment. Et bon, c'est quelques mois après George Floyd, c'est quelques jours après l'affaire de Mamadi, dont on a parlé au début du podcast. Puis voilà, c'est un film très révolutionnaire, très... comment dire? Tout à l'heure, on parlait de Beast of No Nation qui dépeignait une réalité très crue des enfants soldats en Afrique, mais là, c'est une réalité très crue de la réalité des Afro-Américains aux États-Unis. Comment... tout à l'heure, on parlait de Trumpisme, qui était une des pierres angulaires du Trumpisme, qui était le white nationalism. Là, c'était à son apogée dans les années 60-70, où est-ce que... Tu sais, le FBI... C'était assumé, là. Non, mais c'était assumé. Le FBI était contre les Black Panthers, contre ce... Mais il faut pas oublier aussi le contexte, tu sais. Black Panther et surtout Fred Hampton, le personnage clé du film, très, très socialiste, léniniste, en pleine guerre froide, il fallait pas qu'il y ait d'icône, ni noir, ni communiste. Tu sais, c'était comme... Puis je sais pas, on a vu le documentaire Les Roses, tu te rappelles? Oui. Les mouvements-là étaient très connectés. Donc, effectivement, on voit, c'était des terroristes à l'époque. Ouais. Au même titre que le FLQ au Québec, qui d'ailleurs allait s'entraîner avec les Black Panthers, avec les Palestiniens, avec les Algériens. Pour eux, c'était un mouvement de libération, de révolution. Exactement. On était tannés, on vivait des injustices. Ouais. Pour le gouvernement, tout l'espace étatique, c'était des terroristes. C'est des gens qui foutaient le trouble, finalement. Exactement. C'était vu négativement. Tout simplement. Ouais. Tout simplement, puis je trouve que ça sort vraiment au bon moment. Je sais pas, T'as-tu vu le film? Je l'ai pas encore vu. Ça sort dans les salles? Oui, exactement. Puis en fait, il y a les salles qui vont rouvrir bientôt. Ben oui. Il est annoncé dans les salles québécoises. Ah ouais? Allez checker ça, puis moi, c'est sûr que je vais en revenir après l'avoir vu. Ben oui. Je vais revenir en parler. Puis en fait, pourquoi ça s'appelle Judas and the Black Messiah? C'est qu'en fait... il y a une grosse analogie avec Judas qui a trahi Jésus. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu un de ses acolytes de Fred Hampton qui l'a trahi en quelque sorte, qui a mené à son exécution par le FBI. C'est pas un spoiler, c'est connu, c'est sur Wikipédia. C'est un fait. Le film n'est pas de savoir la fin on la connaît toutes. C'est un peu comme Pablo Escobar.
dans Narcos, Il on va savait qu'elle allait mourir. Ah ouais. Non, mais c'est vraiment, selon les critiques que j'ai lues, c'est que ça dépeint vraiment l'ambiance Ça de peut ces être années-là. comprendre dans quoi cet environnement-là, les gens. Exactement, le contexte. Le contexte. Exactement. De voir cette évolution-là, puis d'avoir des yeux, évidemment, sur cette époque-là. Exactement. Puis, comme le nom de l'émission d'aujourd'hui, c'était Liberté, je me disais, rien de mieux que faire la promotion d'un film qui vient de sortir sur la liberté, en plus, en plein mois de l'histoire des... Ben, c'est une ambiguïté aussi, parce qu'effectivement, tu sais, d'un côté, tu as... On parlait depuis le début de l'émission de comment tu vois les choses, mais comme tu dis, tu peux avoir les gens qui vont dire c'est des terroristes. Oui, clairement. Ben, ils étaient dépeints comme ça par le FBI dans ce temps-là, des Black Panthers. Puis ils étaient violents quand même. Faut se le dire, ils commettaient des crimes. C'est-à-dire que... Comme on disait tout à l'heure, là, c'était les woke de cette époque-là, puis il fallait ça. Au même titre que... C'est-à-dire qu'on ne sera jamais pour la violence, mais ces gens-là avaient une cause. Exact. Ils vivaient une injustice et ils ont utilisé la violence pour répondre à cette injustice-là. Parce qu'à un certain moment, tu n'as plus le choix. Au même titre que la Révolution française, tu n'avais plus le choix. Puis la FLQ, t'avais plus le choix. l'armée palestinienne. Exactement. C'est une révolution violente face à une injustice qui est vécue réelle ou figurée. Dans ce cas-là, c'était réel. Bon, on ne va jamais prôner la violence à apéro cigare. Non. Mais effectivement, ces gens-là vivaient des injustices. Puis ces injustices-là étaient réelles. Puis ce film-là, ben, ça permet de dépeindre. En fait, c'est un peu, je trouve, comme la série Fauda. Je sais pas si tu as vu ça sur Netflix. C'est pas une série égyptienne. C'est une série israélienne. Israélienne, exact. Vas-y. Qui est hyper intéressant, en fait. Ça démontre cette dualité-là, en fait, entre les agents, l'agence secret du Mossad, l'agence israélienne, ouais. et des terroristes palestiniens, en fait. Et on voit énormément de choses dans cette série-là, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il te présente les deux points de vue. Tu sais, il te présente la personne qui est terroriste palestinien, mais en même temps, il te présente aussi sa famille, où cette gens-là, en fait, a une famille, puis dit, moi, je défends une cause. C'est sa réalité. Oui, clairement. On ne sera jamais pour la violence, mais on comprend, au moins, on essaie de mieux s'imaginer pourquoi, en fait, la raison, les causes, les racines de ces gestes-là, de ces mouvances-là. Et de l'autre côté, on a Israël, justement, qui... On comprend aussi que leur réalité, c'est pas facile. La Shoah, c'est pas tout est facile. Donc, on te présente les deux, puis on te dit, tu sais, voici le portrait. Puis moi, je trouve ça intéressant, justement, ce film-là. Comme tu dis, je vais essayer d'aller le voir. Au cinéma, j'aimerais ça. Sans popcorn. Parce que, à ce qui paraît, on n'a pas le droit de popcorn. Mais ça a fait scandale parce que les cinémas ont fait comme yo. On faisait notre cash là-dessus. C'est où que je fais? C'est où? Hey man, c'était cher là. Ben, je sais. Le popcorn était cher là. Man, t'arrives là, man, ton billet te coûte 10$, ton snack 20$. L'autre jour, je me suis commandé un Uber Eats. Ça coûtait moins cher que le popcorn au cinéma. C'est vrai. Ça coûtait 40$, 6$ de billets, 34$ de bouffe. C'est ça. Sérieux. Mais bref, des films excellents qui sont dans notre radar. Oh oui. C'est une série, Fauda, hein? C'est une série. 3 saisons maintenant. Netflix. Allez voir ça. Honnêtement, ça vaut vraiment la peine. Puis ça vous permet aussi de mettre dans le bain de la région, en fait, de la dynamisme. Connaître les enjeux qui sont là. Oui. Tu sais, parce que quand t'es loin de ça, t'es comme qui est arabe, juif. Oui, puis même, tu sais, dans la série, on voit par exemple le fait que le Qatar donne des fonds à des groupes terroristes. Oui. Puis tu sais, on voit les dynamiques régionales aussi, parce que faut jamais l'Arabie oublier ça. Saoudite qui maintenant est du côté un peu israélien. Je sais pas si c'est dépeint dans cette Oui, je me rappelle plus parce que j'ai vu la série, c'était ça fait presque 1 an et demi à peu près. Okay. J'ai vu les 2 premières saisons, j'ai pas vu la 3e qui est sortie par la suite. Mais effectivement, on voit toutes ces dynamiques, on voit les puissances régionales, on voit que par exemple l'Iran et l'Arabie Saoudite sont reliés. Donc c'est vraiment une dynamique. Puis allez voir ce film-là, Judas and the Black Messiah. Moi je vais aller le voir, toi tu vas aller le voir. Ouais, puis on en fera une petite critique une fois que... On fait un petit briefing là-dessus. Puis c'était un film très très dans le contexte changement de paradigme, liberté. Liberté, mais barrec. Puis sur ça, je vous dis aussi, allez voir le mois de l'histoire des Noirs, renseignez-vous. On ne pourra pas finir sur le fait qu'il n'y a plus de caméra. Sérieux, on va corriger on va le corriger. C'était pas si méchant que ça. Non, puis tu sais, c'est pas pour... on n'est pas professionnels. Yeah. Donc les gens qui nous suivent parce qu'ils ont du plaisir aussi. Parce que je veux que vous ayez du plaisir. Donc mes barracks,
Il nous reste 1 minute. Moi, je vous dis, mettez votre pouce sur notre apéro cigare. Puis j'espère que... Commentaire. Amusez-vous, parlez-nous. On est bien parlable. Puis c'était l'apéro cigare, c'était l'apéro cigare, c'était l'apéro cigare. Merci tout le monde.